6 octobre 1973. Des centaines de chars d'assaut égyptiens traversent le canal de Suez et lancent une attaque surprise audacieuse contre les forces israéliennes. C'était comme s'il y avait un tremblement de terre dans le désert. En réponse à la défaite humiliante de la guerre des 6 jours en 1967, l'Égypte mène l'assaut jusqu'au cœur du Sinaï. Il fallait reprendre par la force ce qui nous avait été enlevé par la force. Pris par surprise et près de 5 fois inférieurs en nombre, les Israéliens doivent lutter désespérément pour leur survie. Ce n'était plus l'armée égyptienne qu'ils ont connue. Le réveil a été très brutal. 2 grandes forces blindées s'affrontent dans une bataille épique de 18 jours où se joue une fois de plus le destin du Moyen-Orient. La retraite était inacceptable. C'était la victoire ou la mort. La péninsule du Sinaï, un vaste désert à l'ouest de l'Égypte, séparant cette dernière de l'État d'Israël. C'est l'un des endroits les plus arides et isolés de la planète. Mais en 1967, le Sinaï était le théâtre de victoires parmi les plus retentissantes de l'histoire de la guerre. Le 5 juin 1967, Israël lance une attaque préventive contre les forces égyptiennes positionnées le long de ses frontières. Les Égyptiens sont totalement pris au dépourvu. En moins d'une semaine, les forces israéliennes s'emparent de la péninsule du Sinaï et construisent des fortifications le long du canal de Suez. Les Égyptiens sont humiliés par la défaite. C'est comme si quelqu'un venait prendre la moitié de votre maison. Accepteriez-vous de partager votre maison avec un étranger qui s'installe sans votre consentement? Ce jour-là, on a décidé qu'on en avait assez. Dès la fin de la guerre de 1967, le président égyptien Gamal Abdel Nasser entreprend la reconstruction de son armée vaincue. L'Égypte a rebâti son armée en 6 ans. 6 ans d'entraînement intensif et de restructuration militaire. À l'automne 1973, ils ont maintenant plus de 300 000 soldats bien entraînés, 2000 pièces d'artillerie et 2400 chars d'assaut. Mais à eux seuls, les hommes et les armes ne sont pas suffisants pour venir à bout des Israéliens aguerris. Les Égyptiens savaient qu'ils devaient prendre les Israéliens par surprise. Alors ils ont développé un des plus remarquables subterfuges des 100 dernières années. Ils ont entraîné leurs soldats le long du canal. Durant leurs exercices, ils traversaient le canal et reprenaient la même manœuvre encore et encore. Avec le temps, les Israéliens se sont habitués à les voir traverser. Ils faisaient partie du décor. Les Israéliens en position défensive prennent des airs de suffisance. Ils ne considèrent plus les Égyptiens comme une réelle menace. Après leur fameuse victoire de la guerre des 6 jours, l'armée israélienne est devenue arrogante. Ils avaient cette fausse impression que les Égyptiens, et les Arabes en général, ne savaient pas se battre et qu'ils ne pourraient jamais gagner. En octobre 1973, pour défendre ces 200 km de front au Sinaï, les forces israéliennes affectent seulement 18 000 soldats, 100 pièces d'artillerie et moins de 300 chars d'assaut. Cette minuscule force de défense n'est absolument pas prête pour le combat.
Le 6 octobre 1973, les Égyptiens et leurs alliés syriens lancent une offensive massive sur 2 fronts contre Israël. Dans les premières heures de l'assaut, les forces israéliennes sont rapidement assaillies. Sur le front nord, un grand nombre de blindés font leur avancée dans le plateau du Golan. Et sur le front sud, au Sinaï, la situation est encore plus désespérée pour les Israéliens. Ma brigade était la seule unité cantonnée le long des 200 km de front au canal de Suez. Les avions égyptiens nous ont bombardés et 2200 pièces d'artillerie tirées dans notre direction. C'était comme s'il y avait un tremblement de terre dans le désert. Je n'avais que 88 chars. Les Égyptiens traversaient le canal de Suez avec 850 chars d'assaut. Les nombreux blindés que doivent affronter Reshef et ses hommes sont des chars soviétiques T-55. Le petit T-55 ne pèse que 36 tonnes, mais il peut atteindre une vitesse de 50 km/h. Armé d'un canon principal de 100 mm, il offre à la fois vitesse et puissance de feu meurtrière. On a rapidement subi des pertes. On a essayé de les empêcher de traverser, mais leur armée était beaucoup trop grande. C'était impossible. En réponse à l'attaque, Israël déploie ses forces aériennes pour écraser l'envahisseur égyptien. Les Israéliens pouvaient toujours compter sur une frappe aérienne rapide et efficace. Alors le premier défi des Égyptiens était de trouver un moyen d'éliminer les possibilités de frappe aérienne. La réponse était les missiles surface-air et la création de ce qu'on a appelé le mur de missiles. Après seulement 2 jours, les Israéliens avaient déjà perdu plus du tiers de leurs avions. Alors ils ont décidé de mettre fin aux frappes aériennes. Une fois les forces aériennes neutralisées, les Égyptiens peuvent enclencher la phase la plus périlleuse de leur opération, franchir le canal de Suez. Dès qu'on a vu le canal, on a eu les larmes aux yeux. On allait enfin reprendre possession de nos terres. La traversée des Égyptiens était une opération absolument brillante. Ils avaient prévu une solution à tous les obstacles. Ils savaient que les Israéliens avaient construit des immenses barrières de sable pour les repousser. Alors ils ont inventé des immenses tuyaux souples à haute pression. Ils utilisaient l'eau pour éroder le sable et créer des passages à travers la barrière. L'opération égyptienne se déroule comme prévu. Dans les 18 premières heures de l'attaque, 90 000 soldats et 850 chars d'assaut traversent le canal de Suez. À la fin de la journée, les Égyptiens franchissent jusqu'à 8 km dans le Sinaï. Seulement 200 chars d'assaut israéliens les séparent des anciennes frontières israéliennes. La plupart de ces chars arrivent tout juste sur le champ de bataille en tant que compagnie blindée de réserve. La réserve de blindés israélienne est arrivée dans le Sinaï pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, contre-attaquer. Mais cette fois-ci, le réveil a été très brutal. « 6 octobre 1973.
Après un énorme barrage d'artillerie et plusieurs frappes aériennes, des centaines de chars d'assaut égyptiens traversent le canal de Suez et lancent un assaut au cœur du désert du Sinaï, occupé par Israël. C'était comme s'il y avait un tremblement de terre dans le désert. Les Égyptiens prennent par surprise et écartent facilement la petite unité de soldats israéliens affectés à la défense du front de 200 km. À la tombée du jour, ils ont déjà franchi 8 km dans le Sinaï. Pour freiner l'invasion égyptienne, Israël déploie ses unités de réserve blindées. Le 8 octobre, ils sont prêts à répliquer. La réserve de blindés israélienne est arrivée dans le Sinaï pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, contre-attaquer. Les Israéliens tentent d'utiliser 100 chars d'assaut parmi leurs forces réservistes pour attaquer les Égyptiens, briser leur formation et les repousser de l'autre côté du canal. À la tête de la 217e brigade blindée de réserve, le colonel Nat Kenir affronte l'ennemi égyptien près du pont d'El Ferdan. Le jour suivant, le 8 octobre, j'ai reçu l'ordre de marcher vers le sud et de lancer l'assaut. À ma gauche, une autre brigade devait se joindre à nous. Mais quand on est arrivé près d'El Ferdan, il n'y avait personne à ma gauche. À environ 600 mètres du canal, on a traversé une pluie de tirs. Une division de chars d'assaut et d'infanterie était déjà rendue de notre côté du canal. Ils étaient positionnés sur le dessus de notre barrage de sable et il faisait pleuvoir les tirs sur nous. On a lancé l'attaque sans appui d'artillerie. Pas de support aérien non plus, que des chars d'assaut. C'est là qu'on a appris que les Égyptiens avaient des milliers de missiles Sager. Le AT-3 Sager est un missile guidé anti-char portatif de conception soviétique. Équipé d'une charge explosive de 2,6 kg, le Sager peut pénétrer jusqu'à 200 mm de blindage. Il a une portée de 3 km et son système filoguidé permet à l'opérateur de contrôler le trajet du projectile jusqu'à la cible. L'opérateur se sert d'un système optique de pointage pour viser la cible. Une fois le missile lancé, l'opérateur le guide jusqu'à la cible avec un levier de commande. C'est une arme très efficace. Elle a permis aux Égyptiens d'obtenir un excellent taux de frappe. Le petit groupe de chars israéliens qui chargeait en direction des Égyptiens n'a pas résisté longtemps. Ils ont souffert des pertes beaucoup plus lourdes que prévu. Ils ont attaqué mon bataillon presque uniquement avec des missiles Sager. Ma brigade a été touchée lourdement. J'ai donné l'ordre de se replier. C'est la seule fois de toute ma vie que j'ai donné cet ordre. J'avais environ 22 chars d'assaut. 6 d'entre eux en sont sortis. Le reste a été détruit.
Cette armée ne ressemblait en rien à celle que j'avais combattue durant la guerre des 6 jours. Le 8 octobre, ils ont complètement écrasé la contre-attaque israélienne. Ils n'avaient jamais réussi un tel exploit. C'était une incroyable victoire pour les Égyptiens et tout un revirement de situation pour les Israéliens. Le 8 octobre, à la tombée de la nuit, les forces égyptiennes élargissent leur tête de pont de 10 km dans le Sinaï. L'ampleur et la férocité de leur attaque repoussent la plupart des troupes israéliennes, mais quelques-unes se retrouvent coincées derrière les lignes égyptiennes. On ne pouvait pas les abandonner. On a décidé d'aider nos soldats à évacuer leur position le long du canal de Suez. Mais le problème était qu'entre leur position et la nôtre, il y avait la 4e et 5e division d'infanterie égyptienne, renforcée de 1500 chars d'assaut. On était en chemin. J'étais à la gauche et Shaul était à ma droite. Quand on s'est approché, les Égyptiens ont ouvert le feu. C'étaient des missiles Sager. Je les voyais s'approcher de mon char. C'était comme des boules de feu lancées dans ma direction. Je les laissais approcher et je changeais de direction à la dernière minute. J'étais sain et sauf. Mon char était couvert des fils de Sager. Au bout de 2 ou 3 minutes, j'ai aperçu un groupe d'une trentaine de soldats sur les dunes. Arrivé à environ 100 mètres, j'ai compris qu'ils étaient égyptiens. Il fallait que j'attaque. C'était eux ou moi. J'ai utilisé la mitrailleuse et des grenades. Finalement, j'ai dû les écraser sous mon char. J'ai tué ces 20 soldats. C'est là que j'ai remarqué que j'étais seul. Avec mes jumelles, j'ai aperçu un monstre au loin. Je voyais un canon et une chose non définie sur le dessus. Et puis j'ai compris que c'était des soldats sur un char d'assaut. Shaul transportait nos 33 soldats sur son char et quittait le territoire. Une fois leurs soldats de première ligne mis en sécurité, les Israéliens se replient en position défensive près des passages stratégiques qui mènent de l'autre côté des montagnes du Sinaï. À partir du 9 octobre, on passait en phase défensive. On n'avait aucune intention d'attaquer. On ne cherchait pas à créer un contact, mais plutôt à rebâtir nos forces. Pendant que les Israéliens reprennent des forces, les Égyptiens préparent une énorme offensive blindée dans l'espoir de chasser leur ennemi du Sinaï une bonne fois pour toutes. « 14 octobre 1973. En une semaine seulement, les forces égyptiennes parcourent 10 km jusqu'au centre du Sinaï
repoussant toutes les tentatives de contre-attaque israélienne. L'invasion lancée par les Égyptiens sur le front sud était une réussite. Ils ont traversé le canal et progressé dans le Sinaï, mais ça n'avait rien d'une réussite du côté de leurs alliés syriens. La Syrie n'a pas eu autant de succès contre Israël. Les forces israéliennes ont empêché la prise du Golan et elles ont écrasé l'armée syrienne. Dans l'espoir d'attirer les forces israéliennes loin de leurs alliés syriens, les Égyptiens lancent une offensive blindée massive dans le Sinaï. Leur objectif est de déployer 2 divisions blindées pour resserrer l'étau sur les forces israéliennes qui bloquent le passage au-delà des montagnes du Sinaï. Au lever du jour, le 14 octobre, 1000 chars d'assaut égyptiens font leur avancée vers les lignes israéliennes. Le 14 octobre, les Égyptiens ont repris leur offensive. Mais leur attaque était à l'antipode du savoir-faire qu'ils avaient démontré du 6 au 9 octobre. Les plans avaient changé. Les Égyptiens ont chargé l'ennemi de front, aussi maladroitement qu'ils le faisaient en 1967. Et cette fois-ci, les Israéliens les attendaient. On nous avait averti que le 14 octobre, la 21e division blindée égyptienne traverserait le canal et essaierait de s'emparer du territoire. Très tôt le matin, on s'est retrouvé sous une pluie de tirs d'artillerie. Dès que la fumée s'est dissipée, les premiers chars de la brigade ennemie s'avançaient déjà sur nous. On savait qu'ils attaqueraient. On était prêts. Des centaines de chars d'assaut s'avançaient vers nous. C'était comme un tsunami. En regardant cette énorme vague devant moi, je me suis dit, on ne pourra pas les arrêter. C'est comme un duel dans le Far West. Le premier qui dégaine reste en vie. On s'est tous placés en position de tir. On a ouvert le feu sur un char après l'autre. Tous nos chars étaient camouflés sur la colline. On ne voyait que les canons. Quand l'ennemi est en mouvement et qu'on est en position de tir, la situation est à notre avantage. C'est dans une situation comme celle-ci que la qualité de nos canons fait toute la différence. Un des chars de combat principaux des Israéliens est une version modifiée du M48 Patton américain appelé Magak. Il est protégé d'un épais blindage frontal de 120 mm et armé d'un canon de 105 mm dont les obus ont une portée de 3,5 km. Les excellents canons utilisés par les Israéliens dans le Sinaï leur permettaient d'atteindre et de détruire les cibles plus facilement. Et ce, bien avant que les Égyptiens aient le temps de répliquer. Ils étaient experts dans l'artillerie de longue portée. Nos tirs étaient précis.
On visait et détruisait les chars les uns après les autres. Tous les chars égyptiens qui étaient dans notre zone de tir ont été détruits. En quelques heures seulement, l'attaque égyptienne a été complètement démantelée. Ce jour-là, ils ont perdu 250 chars d'assaut. Pour la première fois, on avait l'impression qu'on pouvait gagner. Pour les Égyptiens, le rêve de la victoire cède la place à la réalité de la défaite. Sadat ordonne le retrait en position défensive de ses divisions blindées. Mais ces positions sont vulnérables. En les assignant, les Égyptiens ont ignoré une ouverture menaçante entre leur deuxième armée et le grand lac amer. Israël était maintenant prêt à prendre l'offensive. Ils ont utilisé les renseignements qu'ils ont reçus à propos de cette ouverture pour planifier leur contre-offensive. Le plan des Israéliens était de traverser le canal, de se positionner derrière les lignes égyptiennes et de déchirer leur formation de l'intérieur. « 14 octobre 1973. Dans l'espoir de remporter la victoire dans le Sinaï, les forces égyptiennes lancent une attaque massive de 1000 chars d'assaut contre la défense israélienne. Mais en moins d'une journée, les forces israéliennes détruisent 260 de leurs véhicules et les forcent à se replier vers le canal de Suez. Grâce à une ouverture créée par les Égyptiens lors du positionnement de leur ligne de défense, les Israéliens peuvent maintenant traverser le canal. Le plan des Israéliens était de traverser le canal, de se positionner derrière les lignes égyptiennes et de déchirer leur formation de l'intérieur. Avant de traverser le canal, les Israéliens doivent protéger leurs flancs contre la deuxième armée égyptienne positionnée à quelques kilomètres au nord sur une petite superficie agricole appelée la ferme chinoise. On ne savait pas exactement où était positionné l'ennemi. Quand je suis arrivé dans la région au nord de la ferme chinoise, j'ai compris que j'étais en enfer. Les Israéliens avaient les yeux plus gros que la panse. Ils se sont retrouvés au beau milieu de 2 divisions égyptiennes renforcées. Une division d'infanterie et une division de blindés. Des centaines de soldats égyptiens ont ouvert le feu. Ils avaient des chars d'assaut, des missiles anti-chars. Ça bougeait dans tous les sens. Je me battais contre 2 divisions. On était trop peu nombreux. Je me servais de la mitrailleuse, des grenades et du canon. Je savais que j'étais en enfer. On a combattu sous la pression pendant plusieurs heures contre les chars égyptiens et leur infanterie.
Des vagues de chars d'assaut venaient reprendre possession des positions qu'on venait de leur prendre. Au bout d'environ une demi-heure, j'ai aperçu 5 chars d'assaut à 50 mètres de moi. Rendu à 30 mètres, j'ai réalisé que c'était des chars égyptiens. On a tiré 5 obus à très grande vitesse. Et on a détruit les 5 chars. On s'est battu toute la nuit contre les unités et les chars d'assaut égyptiens. Parfois, la distance entre mon char et celui de l'ennemi n'était que d'1 mètre ou seulement 30 centimètres. Le feu, l'obscurité, le sang. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. C'était l'enfer sur Terre. J'ai perdu 121 soldats et plusieurs commandants cette terrible nuit-là. La bataille de la ferme chinoise s'étale sur 3 jours. À la fin du combat, le champ de bataille est couvert des débris de centaines de chars d'assaut israéliens et égyptiens. Ce sacrifice de la part des Israéliens leur permet d'envoyer une force opérationnelle de l'autre côté du canal. Ils commencent par construire un pont, mais les Égyptiens réagissent rapidement. Les Égyptiens ont fini par trouver la tête de pont, et c'est à ce moment que ça a mal tourné. La tête de pont brûlait. Tout était en feu. Le 6 octobre 1973, l'Égypte lance une offensive massive contre Israël dans le Sinaï. Des centaines de chars d'assaut sont détruits et des milliers de soldats sont tués. Le 17 octobre, les Israéliens sont finalement prêts à attaquer l'Égypte. Leur objectif est de traverser le canal de Suez sur des ponts temporaires avec 3 divisions blindées et d'avancer vers l'Égypte centrale pour attaquer leurs forces par l'arrière et menacer leur capitale, le Caire. Je savais qu'on allait perdre la guerre si la division de Bren ne traversait pas le canal pour mettre les pieds sur le continent africain, plus précisément en Égypte. Tout ce qu'on avait accompli aurait été fait en vain. À 16 heures, le pont était prêt. J'ai donné l'ordre de traverser. Les Égyptiens étaient sous le choc. Quand ils ont finalement compris ce qui se passait, il fallait faire vite. Les Égyptiens ont fini par trouver la tête de pont, et c'est à ce moment que ça a mal tourné. Le diable marchait parmi nous.
On a perdu plus de 100 hommes durant cette opération. On avançait sous les tirs constants. La tête de pont brûlait. Tout était en feu. Les soldats étaient enterrés vivants par le barrage d'artillerie. Ça tirait de partout. Les hélicoptères égyptiens laissaient tomber des barils d'explosifs. Certains étaient morts, d'autres blessés. C'était l'enfer sur Terre. C'était la plus longue nuit de toute ma vie. Je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur que la mission échoue. Heureusement, on a réussi. Les Égyptiens réagissent à la présence des chars israéliens sur la rive ouest de façon immédiate et sans compromis. Leur objectif est de déployer des longues colonnes de blindés en provenance du sud pour bloquer et coincer les Israéliens. Les Israéliens étaient pris entre deux armées égyptiennes sur une distance d'environ 50 à 60 km. Ils étaient très vulnérables aux attaques. L'Égypte déploie sa troupe d'élite, la 25e brigade blindée. 100 chars de conception soviétique parmi les plus modernes qui ont pour mission d'attaquer les arrières vulnérables de la tête de pont israélienne. « 17 octobre 1973. Après 11 jours de combats sanglants, les forces israéliennes traversent finalement le canal de Suez et commencent leur invasion de l'Égypte. Dans l'espoir de freiner l'avancée des Israéliens, l'Égypte déploie sa 25e brigade blindée. Le plan est d'envoyer plusieurs colonnes de chars d'assaut pour détruire l'arrière-garde israélienne et empêcher le reste des troupes ennemies de traverser le canal. Une toute nouvelle brigade s'avançait vers le nord, en longeant le Grand Lac Amer, armée de T-62, les chars soviétiques les plus modernes. Bren-Haddan a redirigé son armée vers le sud pour leur tendre une embuscade en L. Nos chars en première ligne étaient positionnés à 3 km du canal. Les Égyptiens ne pouvaient pas les voir derrière le camouflage. 100 chars de conception soviétique T-62 s'avancent vers l'embuscade. En 1973, le T-62 est considéré comme l'un des meilleurs chars d'assaut au monde. Il est protégé d'un blindage frontal de 100 mm et armé d'un canon à âme lisse de 115 mm. Ce canon, puissant et précis, peut facilement détruire les chars israéliens, particulièrement à courte distance. Je voulais que mes hommes restent invisibles pour laisser entrer le plus d'Égyptiens possible dans la zone de destruction. Dès que toute la brigade égyptienne était à portée de tir, j'ai donné l'ordre d'ouvrir le feu. Natke a mis le feu à leurs chars, les uns après les autres. J'observais la scène et je voyais que les Égyptiens essayaient de contre-attaquer, mais ils n'y arrivaient pas. Ils ont essayé de tirer, mais l'embuscade était trop efficace.
Au bout de 2 heures, les quelques chars encore opérationnels s'enfuyaient. C'était le chaos. En fuyant vers le Grand Lac Amer, ils se sont retrouvés dans un champ de mines. En 2 heures, on a détruit la quasi-totalité de la 25e brigade égyptienne. Seulement 5 chars ont réussi à s'enfuir. Une fois l'embuscade terminée, j'ai dit à mon commandant de division qu'il pouvait effacer le nom de la 25e brigade sur sa carte du territoire. Avec la destruction de la 25e brigade, les Égyptiens perdent tout espoir de freiner l'avancée des Israéliens sur leur territoire. Le lendemain matin, les Israéliens ont déjà accumulé près de 200 chars d'assaut à l'ouest du canal de Suez. Le 24 octobre, les Israéliens se rendent à moins de 100 km du Caire et encerclent la 3e armée égyptienne. Les Israéliens ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont piégé la 3e armée dans le but d'en faire un outil de négociation pour mettre fin à la guerre et forcer les Égyptiens à accepter le cessez-le-feu. Après 5 longues années de négociations, l'État d'Israël accepte enfin de rendre le Sinaï à l'Égypte. Pour les Égyptiens, c'est une grande victoire. On célèbre encore ce jour de 1973, où on a retrouvé notre dignité. On honore aussi tous ceux qui ont travaillé 7 longues années pour atteindre cette victoire. Tout est bien qui finit bien pour Anwar Sadat. Le Sinaï est retourné à l'Égypte. Sadat était perçu par son peuple comme le grand vainqueur de la guerre d'octobre. L'homme qui a redonné le Sinaï aux Égyptiens. L'Égypte n'est pas la seule à déclarer victoire. Israël a aussi de quoi célébrer. Ils ont attaqué, mais c'est nous qui avons gagné, malgré les conditions difficiles. On a écrasé l'armée égyptienne. Pour Israël, la guerre de 1973 était une victoire, mais c'était aussi un traumatisme. On a perdu près de 3000 hommes dans cette guerre. Pour nous, c'est une perte importante. Après 1973, aucun Israélien n'aurait voulu recommencer l'expérience. C'est ce qui a convaincu Israël que la meilleure solution pour régler ses conflits avec l'Égypte était de faire la paix.